Salut à tous, salut, bienvenue sur Préludique, c'est Bertrand pour vous présenter un nouveau jeu dans cette chaîne qui va être dédiée aux jeux coup de cœur, aux jeux plutôt gros que j'aime jouer et que j'ai parfois du mal à faire découvrir à mes amis parce qu'il faut un petit temps d'investissement et c'est un peu pour ça que je vous propose de rentrer à grands pas dans l'aventure de ces jeux un petit peu imposants. Donc aujourd'hui, on va découvrir quoi? On va découvrir le jeu Tamashi. Tamashi, c'est un jeu d'aventure dans le monde cyberpunk où vous allez en quelque sorte, explorer la matrice à la mode de Neo et de Morpheus. Donc, le sujet, ça va être hop, je vais essayer de me grimer en direct, hop, OK. Est-ce que vous allez choisir la donnée bleue? Raté. Ou la donnée rouge? Tamashi, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, où on va incarner des Tamashis, des humains qui ont la faculté extraordinaire de pouvoir envoyer leur esprit dans le monde digital pour ensuite revenir occuper des corps dans le monde réel, ce qui leur permet d'acquérir des pouvoirs hors du commun et de lutter contre leur némésis, l'intelligence artificielle, Ascend, qui veut détruire l'humanité. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans ce jeu-là. Je vais vous le décrire, quelques composants, principes. Et puis, une fois que vous aurez eu, la saveur de ce jeu, alors j'avais fait une vidéo plus longue que vous pourrez aller regarder, pas trop écouter parce que le son est vraiment tout pourri, mais au moins vous donner une idée de ce que ça donne, sur un scénario un peu complet puisque j'avais joué le prologue à cette occasion-là. Là, ce que je vous propose donc, c'est de revenir sur le jeu Tamashi. Donc Tamashi, qu'est-ce que c'est? On va, hop, changer de caméra, j'espère. Tamashi, c'est un jeu qui est édité par Awaken Realms, qui est l'éditeur également de Nemesis ou de Tainted Grail, qui est mon jeu préféré. C'est un jeu dans le thème cyberpunk où vous allez jouer soit en compétitif pour battre les adversaires, et là ça va se passer en point de victoire, et on va jouer des scénarios c'est pas trop des scénarios, c'est plutôt des cartes, aléatoires et des objectifs aléatoires qui vont être guidés par des paquets. Il y a beaucoup de rejouabilité possible, hein, puisqu'il y a à peu près une dizaine de plans, il y a, autant de conditions, d'interaction entre les joueurs. Il y a des éléments, de début de scénario qui sont spécifiques aussi. Des buts, là, c'est des points de victoire à obtenir et on a un certain nombre de tours pour obtenir le maximum de points de victoire et de ce fait remporter la partie. On peut le jouer aussi en coopératif et il y a également un mode solo. Alors le jeu se joue de 1 à 4 joueurs. On peut le jouer en coopératif pour là, le coup, battre l'intelligence artificielle et sauver l'humanité. Euh, Comment ça se joue? Écoutez, je vais tâcher de vous décrire un petit peu ça. Lorsqu'on joue en compétitif, je vais écarter tout de suite le sujet. L'objectif est de faire le maximum de points de victoire en un certain nombre de tours de jeu. Lorsqu'on va jouer en mode coopératif, l'objectif va être différent. Essentiellement, on va essayer de survivre aux assauts de l'intelligence artificielle en déroulant une trame narrative qui va nous imposer de remplir divers objectifs. Et pour ce faire, on va être amené à se déplacer sur un plateau. Alors là, j'ai construit une carte. Pour vous donner l'idée, la carte, elle est construite suivant des feuillets de scénario. Il y a dans le jeu de base, alors c'est l'édition Kickstarter que j'ai ici, mais il y a une dizaine de scénarios, plus des extensions qui permettent d'augmenter tout ça. Donc on a une carte, puis on peut se déplacer sur la carte. Le tour de jeu, en fait, est assez simple. D'abord, on va
préparer son tour. Alors juste avant de se préparer, peut-être qu'on va s'apercevoir que, les drones, les robots de l'intelligence artificielle nous ont repérés et ils vont, nous attaquer. Le cas échéant, on piochera alors des cartes ennemies. Je vais peut-être vous les mettre en zoom, en même temps que je le dis. Donc on peut être amené à rencontrer, hop, des ennemis qui vont venir nous taper dessus. Donc là, alors c'est 2 fois le même ennemi, mais on a, voilà, on a des méchants disrupteurs aussi qui peuvent venir, on a des attrapeurs qui peuvent venir. Voilà, on a plein d'ennemis différents qui vont tenter de nous éliminer. Heu, Nous, pendant ce temps-là, on va, s'efforcer de préparer, nos interactions et nos interactions avec le monde passent pour l'essentiel par le développement de notre personnage et par heu, la compréhension, et l'optimisation de cette piste, ce plateau de joueurs. Alors, ce plateau de joueurs, je vais vous l'expliquer après, mais il va nous permettre dans un premier temps, toujours dans la phase de préparation, de préparer des programmes à lancer. Puis après, on va arriver sur une phase d'action. Donc la phase d'action, c'est essentiellement se déplacer sur le plateau et puis ensuite, lancer les programmes qu'on a préparés, dans la phase initiale. Donc si la phase de préparation du tour où chacun s'organise pour être capable de réagir soit aux ennemis qu'il rencontre, soit, aux missions qu'il doit réaliser, la phase d'action, elle se résout, joueur par joueur, en commençant par le premier joueur changeant à chaque, manche. Puis ensuite, si on a des ennemis qui nous ont atteints, qui nous ont rattrapés, on va réaliser la phase de combat. Les combats sont réalisés individuellement. Chacun va combattre ses propres adversaires. Et enfin, on va faire l'entretien du jeu et puis commencer une nouvelle manche. Donc c'est relativement rapide. Euh, Rentrons un petit peu dans le détail. Donc on incarne des tamashis. Les tamashis, ce sont des individus hors normes, comme je vous le disais, qui vont en premier lieu, être des individus tout faiblards quand même, hein. On va jouer des marcheurs. Alors pourquoi je dis tout faiblard? Je vais vous montrer, ça sur la, carte, sur la la piste de personnage parce que, on va démarrer avec un marcheur qui dispose de, je vais hop, rapprocher le son ici, qui dispose de 2 points de déplacement, 1 seul dé d'attaque et 4 en valeur de programmation. Alors ces valeurs sont assez importantes puisque déplacement, c'est la distance qu'on peut parcourir sur la carte et si on a des missions qui sont très éloignées, bah, c'est limitant. L'attaque, c'est le nombre de dés qu'on va lancer, hein, donc là, on va lancer un seul dé. Et puis, alors il y a d'ailleurs les symboles de résolution des effets des dés qui sont, pour le coup, résolus uniquement en phase de combat. Et puis la phase de programmation, bah, c'est un petit peu la mécanique centrale du jeu. En fait, on va avoir, je vais vous le montrer ici, on va avoir un sac dans lequel on va mettre hop là, pardon, dans lequel on va mettre des jetons de différentes couleurs. On va avoir des jetons bleus, rouges, jaunes, verts, des jetons multicolores et des jetons avec un bug ici. Les jetons avec un bug, je vais les mettre sur le plateau, pour les montrer. Donc les jetons avec un bug, ce sont des données corrompues. Les jetons avec, données multicolores, ce sont des données ouvertes qui sont un super bonus, mais ça, faut les acheter avec des points d'expérience. Et puis les autres couleurs, le jaune, le rouge, le bleu, le vert, voilà, ce sont, des données, standards et on va s'efforcer avec ces données de les aligner ou les agencer de manière à satisfaire des, symboles. Alors vous voyez ici, j'ai 3 symboles jaunes en ligne droite. Donc si j'ai 3 données en ligne droite, c'est adapté. Alors là, c'est pas le cas, mais en utilisant mes points de programmation, je vais pouvoir, en dépensant un point de programmation, provoquer l'alignement qui m'intéresse. Et c'est au cœur de la mécanique parce que si, je veux augmenter mon marcheur
et qu'il devienne roublard. Donc, je vais devoir préparer ce programme-là, donc agencer 2 bleus, un jaune, un rouge et un autre rouge suivant l'orientation qui est définie sur la carte, ce qui me permettra d'avoir un personnage beaucoup plus puissant, plus véloce, avec beaucoup plus d'attaques et des aptitudes un peu plus intéressantes. Et cela, c'est pas la seule façon de s'améliorer, puisqu'on peut aussi récupérer, je vais revenir en plan large. Qu'est-ce qu'on peut avoir, autour de son personnage? On peut récupérer, des des corps, donc ça, on vient de le voir, hein. Je peux être, par exemple, visionnaire, qui me permettra globalement, heu, de pouvoir changer de données essentielles, qui est l'une des données particulières du jeu, qui me permet de déclencher des pouvoirs assez phénoménaux. Donc là, ça me permettra, si j'acquiers cette, faculté-là, je vais prendre aussi du coup ce personnage-là, si j'ai le visionnaire. Je changerai en fait, comme je change de corps, je vais changer de personnage sur le plateau. Je vais pouvoir avoir des aptitudes particulières. Ici, ce sont des augmentations de factions qui me donnent des symboles complémentaires à lancer. Et si je peux débloquer ces symboles-là, bah, ça me fait des bouts de programmation, complémentaires que je peux être amené à agencer sur mon plan de programmation, sur mon lanceur. Et quand, là, on fait son agencement en utilisant ses points de programme de manière à optimiser son lanceur, et puis après quand on arrive à la phase de lancement, on va simultanément, dans l'ordre compte chouette quand même, parce que c'est simultané mais un petit ordre, lancer tous ces programmes. Et après, on va défausser les jetons qui ont servi à faire la programmation. C'est des jetons de données qui sont dépensés, vidés qu'une seule fois. Ils sont vidés où, hein? Vous le voyez ici, on a l'espace de programmation, on va simplement les mettre en bas dans l'espace de vidage. Et ça, on fait ça tous les tours, donc il faut agencer au mieux son espace son espace de lanceur, de manière à avoir des combos les plus intéressants possibles, et ça permet parfois de se débarrasser très rapidement d'ennemis un petit peu coriaces. Autre élément important, ce sont ces pistes. Alors, elles paraissent lointaines, donc je vais vous les indiquer ici, même si je les ai zoomées. Allez, on va les zoomer, les pistes. On va aller sur le zoom. Ce sont les pistes qui sont à droite, à gauche et sur cet arc de cercle ici. On a des ennemis, les ennemis vont attaquer nos points de vie. Donc les points de vie, c'est cet arc de cercle qui est ici. Et si je veux les matérialiser, je commence avec ça, de points de vie, puis maximum de points de vie matérialisés. Là, j'ai plus que 3 points de vie sur 5. Hop, je suis revenu à 5. J'ai quoi d'autre? J'ai des atouts. Les atouts, ce sont ces pistes ici, la jaune, la rouge, la verte et la bleue. Qu'est-ce que sont ces atouts? Ce sont, chacun de ces atouts s'utilise d'une manière particulière. Le jaune, c'est pour relancer autant de dés qu'on dépensera d'atouts. Le rouge, c'est pour lancer plus de dés en combat, et ce qui me démultiplie suivant les personnages les chances de faire des dégâts de folie. Le vert, c'est pour encaisser des points de dégâts. Donc si on subit 8 dégâts et qu'on a 5 points d'atout, bah on va avoir le bouclier qui va effacer presque l'intégralité des dégâts qu'on va subir, donc c'est quand même assez sympathique. Et le bleu, ce sont les points de données qui vont nous servir le plus souvent à améliorer notre personnage. L'amélioration de personnage étant, donc elle est rappelée sur cette carte-là, mais on peut dépenser des points de mémoire pour obtenir des pions de données supplémentaires, ou alors on peut acheter un petit symbole ici, pour obtenir la trousse de secours d'urgence. Il faut que je dépense 2 données pour pouvoir l'activer et la mettre à côté de mon personnage ici, et je peux en avoir une infinité dès lors que j'ai dépensé les points de données, les atouts de mémoire en nombre suffisant. Donc voilà, là c'est ce qui me permet de développer mon personnage, hein. Si je regarde,
Je vais avoir des augmentations de classe ou de faction, un protocole d'initialisation, un protocole d'apprentissage en début de partie qui va me permettre de booster mon personnage en remplissant des mini-quêtes, le personnage que je peux booster en ayant un décor avancé, et puis il me reste ici une piste dont je n'ai pas parlé. Cette piste-là, c'est la piste de trace. C'est l'agitation qu'on génère dans le monde d'Ascent, dans cette cité japonaise où, à force de contrer les machinations de l'intelligence artificielle, bah forcément, on se fait remarquer. Alors, comment ça se matérialise en termes de jeu? Je vais revenir sur le plan large. Quand je vais me déplacer, je vais arriver sur une tuile, mettons, je suis sur la tuile abri, je vais me déplacer sur la tuile taudis abandonnée en dépensant 2 points de déplacement. Alors, on va regarder cette tuile taudis abandonnée un peu plus en détail pour s'apercevoir qu'elle dispose de 3 informations très utiles, une illustration puis un numéro qui nous sert à la mise en place exclusivement. On a 2 informations ici avec des symboles qui rappellent d'ailleurs la notion de mouvement ou la notion de rester sur place. Ce sont les indications de l'augmentation du jet de trace. Donc si j'arrive sur cette tuile-là, je vais augmenter de 3, 1, 2, 3, ma trace. Si par contre j'avais décidé de rester, j'aurais augmenté de 5 en tout ma trace. La trace, c'est quoi? Bah, c'est cette piste-là. Je vais vous indiquer juste après comment elle se répercute dans le jeu. Et puis, en dessous du nom du lieu, du district, on a une information ici, programmer 3. C'est-à-dire qu'en complément des 4 points de programmation que j'ai pu avoir ici, en arrivant sur le lieu 3, j'ai pu rajouter 3 points de programmation, donc quasiment doubler mes points de programmation, donc la possibilité d'optimiser le lancement de mes programmes et peut-être d'acquérir un corps avancé avec cette optimisation. Donc chaque lieu dispose de son effet particulier qu'il est optionnel de déclencher, mais parfois c'est assez intéressant de choisir le lieu destination en fonction du pouvoir qui pourrait être déclenché. Donc la piste de trace, regardez, il y a des symboles sur le côté en fonction du niveau, très faible, faible, moyen, important et extrême auquel on est. Cette piste de trace va indiquer combien de dés on devra lancer. Donc là, si je suis à ce niveau-là, je vais lancer 2 dés. 2 dés dans la phase de planification, donc dans la première phase de la manche du jeu, pour savoir si des droïdes m'ont repéré. Là, on s'aperçoit que j'ai fait 2 fois le symbole de losange, et il est indiqué pour chaque symbole de losange réalisé, je vais attacher un ennemi à mon personnage. Donc là, je vais attacher un premier et un deuxième ennemi. Je vais les attacher ainsi. Et donc, je vais avoir 2 ennemis à combattre. En contrepartie, je vais descendre à 0 ma piste de trace, ainsi de suite. Donc là, je vous ai indiqué comment utiliser globalement le plateau de jeu. Le combat, ça sera la prochaine étape à comprendre, qui est un peu tricky. Une fois qu'on a fini la phase de planification, qu'on a fait sa programmation, qu'on a récupéré les monstres qui nous ont trouvés, on va se déplacer. Donc le déplacement, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est parcourir cette map-là. Et après, on va lancer les programmes. Alors parfois, on a des possibilités de lancer des programmes sur les monstres. Parce qu'en effet, regardez ces monstres-là. Ils ont des symboles ici. Ils ont un symbole qui ressemble à un mec encapuchonné. Alors c'est un symbole de hacker. Donc le monstre ici a un symbole de hacker. Si j'ai une donnée étoile qui est la donnée essentielle, ici ce sera la donnée verte, une donnée rouge et à nouveau une donnée verte, alors je peux lancer ce premier symbole-là. Et sur l'attrapeur, le premier symbole, ça permet d'infliger autant de points de dégâts que la moitié de la vie restante à l'attrapeur. Et l'attrapeur, il a 9 points de vie, donc ça me permet de lui faire 5 points de dégâts d'emblée, donc les diviser par vie, c'est assez puissant. Le deuxième symbole qui est en dessous, c'est un symbole de défausse du monstre. Parce que c'est vachement bien, le monstre il disparaît. Alors oui et non, parce que quand on combat un monstre, on gagne des points d'expérience. Quand on le défausse, non seulement on ne gagne pas de points d'expérience, mais en plus, en contrepartie, on va gagner
une donnée corrompue. Et bien souvent, c'est un des marqueurs qui déclenche la fin du jeu d'épuiser les données corrompues qui sont mises en jeu. Donc, il faut éviter de trop faire disparaître les monstres parce que c'est un tour de passe-passe qui paraît être habile, mais qui a ses conséquences sur la longévité de la partie et le succès de la partie. Et puis, en plus, ce sont des données qui viennent perturber la qualité de la programmation. C'est assez thématique, hein. C'est le bazar dans la programme parce qu'on essaie de trop manipuler la matrice, mais elle se rebelle un petit peu. Et ça peut nous compliquer la tâche quand on veut lancer des programmes un peu optimisés. Bon, une fois qu'on a fait cette phase de résolution, d'action qui a suivi le déplacement, on arrive à la phase éventuelle de combat. Alors, le combat, on va toujours lancer 2 dés pour le monstre, et puis autant de dés que nos dés d'attaque. Donc là, ici, j'ai un corps tout pourri, je vais me mettre un vrai corps, là. Donc je vais prendre un corps d'assassin, et donc l'assassin, il a ça en particulier qui va résoudre tous ses dés de combat avant les ennemis. Donc imaginons que je lui ai fait déjà 5 dégâts, il reste plus que 4 points de vie. Je lance 3 dés. Donc les 3 dés que j'ai lancés obtiennent ces résultats-là. Je choisis de consommer 2 atouts jaunes pour relancer ces dés-là. Et bien j'ai toujours pas de chance. Donc je fais cette combinaison-ci, ce qui va me permettre de lui faire 1 de dégâts, et c'est tout. Donc ensuite, il va descendre, donc il aura plus que 3 points de vie. Il va, lui, m'avoir tapé, puisque j'aurais lancé ces dés-là en même temps, et lui, il m'aura tapé, il m'aura fait 2 dégâts en simultané. En fait, la lecture des dégâts qu'on occasionne au monstre se lit généralement sur la feuille de corps, soit le corps de base, soit le corps avancé. Et puis la vengeance des ennemis se lit soit sur la ligne où il y a le petit losange ici, soit sur la ligne de monstre qui est plus bas, où là, il faut lire tous les effets, ils sont assez explicites. Des fois, ils génèrent des points de vie, des fois, ils permettent de récupérer des points de vie et de soigner les monstres qui nous attaquent. Sachant que quand on a plusieurs monstres accrochés, il y a des chances pour que plusieurs monstres nous attaquent. En fait, ici, vous avez le nombre de monstres qui vous attaquer, y compris le monstre qui est le plus proche de vous. Voilà, une fois qu'on a compris le combat, qu'on a résolu le combat, et qu'on a éventuellement terrassé les monstres, dans ce cas-là, on récupère les points d'expérience. On fait la phase d'entretien, qui globalement vise à faire avancer l'intrigue. Donc on a pour cela souvent une piste de temps où on a les cartes scénario qui sont implantées ici. J'ai pas mis en place de scénario. Si vous voulez voir à quoi ça redonne, à quoi ça ressemble, pardon, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait un peu longue avec le son tout pourri, comme j'ai dit. Sinon, vous contentez de trouver quelqu'un qui a le jeu et puis partir à l'aventure avec lui. Parce que on a fait le tour de la mécanique du jeu et maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se frotter au jeu. On s'est frotté au jeu à plusieurs reprises avec mes amis à l'assaut. Euh, Ça nous a énormément plu. Euh, Pourquoi? Le jeu est déjà très fluide. Il a beau faire apparaître plusieurs mécaniques qui peuvent, surtout la mécanique de programmation qui peut paraître un petit peu complexe. En fait, je vais ranger un petit peu le micro. En fait, le jeu, il est très fluide. Pourquoi? Parce qu'on a toujours quelque chose à faire, on a toujours à réfléchir, à programmer, à préparer son intervention contre les monstres, à préparer le programme, à résoudre soit ses stratégies d'optimisation, de développement de personnages, soit d'aller réaliser les objectifs de la quête pour faire avancer la narration, ou récupérer les bonnes données, ou réfléchir à comment encore mieux optimiser, discuter avec les autres. Donc c'est vraiment quelque chose où on a beau faire sa programmation et résoudre son puzzle dans son coin, eh bien, déjà les puzzles qu'il faut résoudre, il y en a qui arrivent en cours de route, qui sont pas toujours évidents. Et puis en plus, ça implique de communiquer, donc on a beau être concentré, il se passe quelque chose autour de la table quand même. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et puis les parties, elles sont fluides. Elles sont fluides sur les livrets de scénario. Alors, un livret de scénario, c'est simplement un double page qui explique des règles particulières et qui a une mention assez intéressante en premier de couverture, c'est la difficulté du scénario et la durée du scénario. Alors, les scénarios sont rejouables, hein. D'ailleurs, ce que je n'ai pas dit et ce que je vais préciser tout de suite, c'est un jeu narratif
qui n'est pas une campagne. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait se dire: «Je veux tester le jeu, OK, je fais une partie un soir». Il y a des parties, moyennes en difficulté, plutôt faciles ou plutôt difficiles et puis il y a des durées, courtes, moyennes et longues, là aussi. Je vais pas, choisir à votre place la durée de partie, qui vous intéresse. Je pense qu'une durée moyenne est adaptée à ce jeu-là, mais une durée moyenne, faut compter quand même 2 heures et demie de partie. Partie courte, un tout petit peu plus. Partie longue, j'ai pas eu l'occasion d'en faire une, mais je pense qu'il faut tabler sur, 3 à 4 heures de jeu. Les parties sont très plaisantes. Si certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà joué à ce jeu-là, bah, c'est le moment de laisser vos commentaires, votre opinion sur le jeu, votre opinion sur cette vidéo, parce que globalement, moi, je pense que je vais en rester là, pour le jeu, pour cette vidéo, pour ce 1er survol, enfin ce second survol de Tamashii et puis, ben, je vais, vous inviter, heu, peut-être à suivre cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux, pour aller à grands pas dans l'aventure des jeux avec Préludique et avec moi Bertrand. Allez, à ciao, à bientôt!